Merci à vous d'avoir bravé le froid pour venir. Donc moi, je vais essayer de vous embarquer dans un voyage. Il est question d'un grand voyage vers des archipels perdus, de survie, de manipulation. On aura affaire avec des félins, des fous, des otaries, des dauphins, enfin tout ça, quoi. Normalement, tout y est. Et on finit le voyage dans au maximum 1 heure. Voilà. On est parti, vous êtes prêts? On va y aller. Voilà. Alors déjà, pour commencer, faut s'échauffer, tranquille. Je vous fais juste un petit parcours d'une universitaire, c'est pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça donne. Parce que moi, en fait, je ne suis pas du tout de Reims, je suis de Provence. Donc, j'ai passé mon bac en Provence. Puis après, je suis montée à la ville pour faire la suite de mes études. Puis finalement, je suis redescendue à Marseille. Puis, finalement, je suis allée en Lorraine faire une thèse. Puis après, je suis partie en Québec faire un post-doctorat sur le coyote. Puis hop, je suis retournée dans le sud quand même pour travailler sur le loup. Puis finalement, non, je suis remontée dans le nord. Et cette fois-ci, je suis remontée dans le nord, dans les Ardennes, travailler au CERF, Centre de recherche et de formation en écoéthologie, qui est maintenant une station de terrain de l'université de Reims, Champagne-Ardenne. Et j'ai été rattachée aussi au laboratoire de ESCAPE, qui est le laboratoire de parasitologie de l'université de Reims. Donc voilà. Et dans les Ardennes, j'ai notamment beaucoup travaillé sur les chats, les félins. Et vous allez voir que les félins, on va en parler, on va en prendre dans tous les sens, parce qu'ils sont au cœur de notre voyage. Et puis, tout de suite, je vais vous présenter notre guide pour le voyage. Et en fait, c'est Toxoplasma gondii. Alors là, c'est une de ses formes. Et c'est vraiment étrange. Et on se dit, mais où est-ce qu'il nous a emmenés? Peut-être dans un musée d'art moderne, hein, parce qu'il a vraiment une drôle de tête. Et puis voilà 2 autres de ses formes, la Toxoplasma gondii. Et là, on se dit qu'il nous a carrément emmenés beaucoup plus loin. Hein, parce qu'il est étrange. Mais peut-être qu'il a une forme qui vous est plus familière, ou en tout cas certains ou certaines peut-être d'entre vous, c'est ça, cette espèce de schéma-là. Parce qu'en fait, Toxoplasma gondii, c'est un parasite protozoaire, et c'est surtout le parasite protozoaire qui donne la maladie qui s'appelle la toxoplasmose. Et cette toxoplasmose, celles qui en entendent souvent parler, ce sont les femmes qui sont enceintes. Parce que, en fait, c'est une maladie qui est bénigne pour la plupart des personnes, et aussi d'ailleurs la plupart des animaux, parce que là, on a des humains, mais après, on ne parlera plus d'humains, on sera sur des animaux, mais qui peut poser problème si on le contracte pendant la grossesse, parce que là, il provoque des avortements, il peut provoquer des malformations du fœtus. Donc, il y a un suivi, en fait, de la femme pendant toute sa grossesse pour vérifier qu'elle n'attrape pas la toxoplasmose pendant la grossesse. Et donc là, il y a un schéma, on reviendra tranquillement sur ces choses-là. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que nous avons à Reims le Centre national de référence sur la toxoplasmose et le Centre de référence biologique Toxoplasma, qui sont dirigés. Le CNR est dirigé par Isabelle Villena, qui est donc la directrice de mon équipe, ESCAPE, et le Centre de référence biologique est géré par son adjoint, Dominique Aubert. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il y a un petit lien avec le fait que je vais vous parler de ces parasites aujourd'hui. Alors, ce fameux parasite, c'est un parasite à cycle complexe. Donc, si c'est à cycle complexe, c'est normal qu'il y ait plein de trucs qui soient écrits sur la diapo. Mais on va le regarder tout tranquillement, parce que pour faire notre voyage, il faut comprendre comment il marche. Alors déjà, les figures que je vous ai présentées avant, l'espèce de truc un peu bizarre, là, c'était en fait le parasite sous sa forme adulte. Il a un peu. Et puis ensuite, vous avez en dessous, en jaune, là, c'est la forme oocyste. C'est les œufs, en fait, du parasite. Et puis ensuite, vous l'avez sous forme enquistée. Et ce parasite-là, sa particularité, c'est qu'effectivement, la forme adulte, elle vient des félins qui font des oocystes. Et ces oocystes, ils peuvent ensuite infecter tout ce qui est à sang chaud, c'est-à-dire tous les mammifères et les oiseaux. Mais là, vu comme ça fait un peu bizarre. En plus, il a plein de cycles. Enfin, il ne fait pas les choses très simplement. Toxoplasma, il est complexe, c'est réel. Mais on va le prendre tranquillement, bout par bout, pour bien le suivre. Alors, on part des chats. Je vous avais promis des chats, il y a des chats. Donc, le chat, c'est dans les intestins du chat qu'il y a le parasite sous sa forme adulte.
Ce parasite-là se reproduit, fait une reproduction sexuée, et il produit les fameux oocystes. Ces oocystes, ils sont donc produits dans ses intestins. Comment ils vont sortir des intestins? C'est là où on arrive au trivial, par les crottes. Hein. Voilà. Donc, en fait, c'est dans les crottes qu'il va y avoir en fait les oocystes qui vont sortir, qui vont être répandus dans l'environnement. Et ce qui est intéressant de voir là, c'est qu'en fait, dans une seule crotte d'un chat qui est en train de faire une infection à Toxoplasma, qui produit en fait ces oocystes, il peut y avoir des millions d'oocystes dans une crotte, une vraie bombe. Ces oocystes, ils arrivent sur le sol, ils sont ce qu'on appelle pas sporulés, et ensuite ils sporulent, et là ils deviennent infectants. Et ils sont infectants pour tout ce qui est à sang chaud. Et une autre particularité, c'est qu'ils sont super, mais vraiment super résistants. Donc, en fait, eux, ils supportent plein de choses. Ils peuvent rester longtemps dans l'environnement, ils peuvent des mois, du moment qu'ils ne sont pas soumis à la sécheresse, en fait, qui ne dessèchent pas. Tant que c'est un peu humide, pas de problème pour eux, ils tiennent partout. Et le cycle se poursuit quand un animal à sang chaud, donc par exemple là c'est des souris ou des rongeurs, va avaler par hasard un de ces oocystes, parce que c'est eux qui font 10 microns, qui sont tout petits et qu'on voit absolument pas, donc il n'y a pas moyen ni de les voir. Donc là disons que notre petit rongeur, il va manger un peu d'herbe, hop, il avale en même temps un oocyste, et un seul oocyste suffit par exemple pour infecter une souris. Et vous vous rappelez, je vous avais dit, il y en a des millions, hein, donc. La souris, une fois infectée, elle va développer en fait dans son organisme, le parasite se transforme, il n'a plus d'autres formes, il va circuler sous une autre forme qu'on n'a pas besoin de voir là, ça est déjà assez compliqué, et il va aller se mettre en kyste dans son corps. En fait, c'est ça par exemple, c'est un kyste qui est dans là, c'est différentes photos prises au microscope, et on voit des kystes de toxoplasma qui vont aller se mettre dans plusieurs organes de l'animal, et notamment dans son cœur et dans son cerveau. C'est souvent là qu'il se met. Bon, ça n'empêche pas notre rongeur, par exemple, de continuer à vivre, hein, mais c'est juste qu'il a des kystes dans son organisme. Et là, passe un autre chat qui va consommer, qui va manger le rongeur qui avait des kystes, et ça va l'infecter. Et là, c'est pareil. Une seule proie suffit pour infecter un chat, mais pas n'importe quel chat. Un chat qui n'avait pas été infecté auparavant. Hein. C'est pour ça que je vous ai décalé mon chat, le chat gris qu'on avait tout à l'heure. C'est pas lui qui se réinfecte. Lui, il a déjà été infecté une fois. Il avait fait des oocystes. Il a produit des anticorps et normalement, il est protégé d'une autre infection. Donc, par contre, ces oocystes à lui vont finir au bout du cycle du parasite. Ils peuvent infecter un autre chat. Ça va pour l'instant ? Voilà. C'était presque le plus compliqué de l'histoire. Alors, vous allez voir qu'après, ça devient plus simple. Hein. Et surtout, moi, je voulais juste dire, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, vous n'attendez pas la fin. Vous pouvez me demander maintenant. Hein, parce que, bon. Ah oui, on peut se dire, bah tiens, ah oui, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. C'est que là, on se dit, ben voilà, super, le parasite, déjà, il y a des millions, en plus, c'est vachement résistant, on met des millions d'oocystes, c'est résistant, il y a des proies, il y a des félins, bon, déjà, il a tout, ça va marcher impeccable. Mais non, parce que ça marche effectivement impeccable, mais en plus, il a un autre truc, Toxoplasma gondii, c'est qu'il est capable de faire ce qu'on appelle la manipulation parasitaire. Et qu'est-ce que c'est en fait la manipulation? C'est qu'en fait, il y a eu des travaux, notamment c'est Berdoy et Hall, les Anglais qui ont montré ça les premiers. En fait, quand des souris sont infectées par Toxoplasma gondii, le kyste qui est dans le cerveau change leur comportement et fait qu'elles ont moins peur de leurs prédateurs. Donc, c'est pour ça que là, vous voyez, ma souris, elle vient se pointer, non, comme ça. Et ça, vous savez, tout le monde le sait, c'est une très mauvaise idée, hein, quand on est une souris, de venir juste se mettre devant la gueule d'un chat. Donc, rien que ça, cette manipulation parasitaire, elle va elle aussi favoriser la propagation, la fermeture du cycle du parasite. Ça va? Parce que j'ai l'impression qu'il y a vachement d'écho. Ça va le son pour vous? Bon, tant mieux. Voilà, donc là, je vous ai donné les bases pour le voyage, pour qu'on se comprenne pour la suite. Donc, on est parti, vous avez le principe,
il y a des chats dans notre histoire. Des chats, on les appelle l'hôte définitif. Ça ne veut pas dire que c'est la bout du monde avec eux, mais c'est simplement définitif, c'est chez eux que ça se reproduit. Qui vont faire des oocytes qui vont être dans l'environnement, qui vont infecter des animaux à sang chaud qu'on va appeler les hôtes intermédiaires, parce qu'en fait, ils ont juste une partie intermédiaire du cycle du parasite, et puis ils vont à nouveau pouvoir être consommés par un hôte définitif et l'infecter. Et les petites flèches, ça montre aussi d'autres voies de transmission de Toxoplasma qui a plus d'une corde à son arc. Donc, on est parti. Donc, notre voyage, il va commencer par les Ardennes. Tranquille, petit échauffement. Ensuite, on va aller se balader dans l'océan Indien. On ira se reprendre un petit coup de froid dans les Kerguelen. Puis, comme on a vraiment trop froid, on partira pour les Galapagos. Voilà. Pour l'instant, on va dans les Ardennes, c'est pas loin, donc on peut y aller à pattes, donc on va y aller en chat. Et comme on voyage en chat, eh ben on est un adulte dans ses intestins et on part en voyage pour les Ardennes. Vous avez remarqué, c'est du high-tech, hein, l'animation là, j'ai fait fort. Hein. Alors, les Ardennes, charmant département, voisin de la Marne, que certains d'entre vous certainement connaissent. Et où moi-même, je me suis retrouvée, après, vous avez vu mon petit parcours universitaire, et où je me suis beaucoup plu d'ailleurs. J'ai vécu plus de 20 ans. Et comme je vous l'ai dit, en fait, non, je vous ai parlé des oocytes de Toxoplasma gondii qui craignaient qu'une chose, c'était la sécheresse. Mais en fait, ils n'ont rien à craindre dans les Ardennes, car il y fait particulièrement froid et humide, comme j'ai pu moi-même me rendre compte. Et donc, les travaux que nous avons conduits dans les Ardennes, on les a fait, donc je vous avais dit, avec le CERF. Et aussi, je voulais aussi signaler que le secteur dans lequel on a conduit ces études est maintenant devenu zone atelier CNRS. C'est la zone atelier Argonne. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, les zones ateliers CNRS, c'est un endroit sur lequel on met plus d'attention en fait, pour suivre tout un socio-écosystème. Et puis voilà, je vous présente la bande des Catwomen, parce que le travail, ça ne se fait jamais tout seul. Et donc, pendant plus de 10 ans, on a fait des travaux de recherche sur la circulation de Toxoplasma gondii dans les environnements, dans les Ardennes. Et ma principale collaboratrice, ça a été Emmanuelle Gillot-Fromont, qui est ici, la première, qui est un chercheur de l'Université de Lyon. Et puis là, la bande des filles qui est là, ce sont les étudiantes, les doctorantes, que soit nous avons co-encadré, Emmanuelle et moi, soit que j'ai encadré seule, mais qui avaient toutes comme point commun de travailler sur les félins et Toxoplasma gondii. Voilà. Elles sont toutes charmantes et plus intelligentes les unes que les autres, et plus... Voilà. C'est une super bande. Et donc, dans le cadre de ces travaux, on s'est intéressé, donc vous avez en haut le petit schéma, vous voyez, je vous ai repris toujours le même petit schéma. Donc on a déjà regardé ce qui se passait du côté de l'hôte définitif, le fameux, les chats. Donc qu'est-ce qu'il y en est d'exposition des chats à Toxoplasma gondii? Donc on a capturé des chats domestiques, mais aussi des chats forestiers dans les Ardennes, et puis on leur a fait des prises de sang, et on a essayé pour rechercher dans leur sang, voir s'il y avait des anticorps contre Toxoplasma gondii, ce qui aurait signifié qu'ils ont été, à un moment donné, alors pas forcément infectés malades, mais en tout cas en contact. En fait, ils ont, à un moment donné, absorbé le parasite, été en contact et développé des anticorps. Et pour voir si on a... Je vais essayer de ne pas tomber, tiens, sinon ça serait drôle, mais voilà, on fait... C'est juste pour vous montrer ça, parce qu'en fait, je ne sais pas comment ça marche le pointeur. Donc, on prend le sang, on centrifuge, on récupère le sérum, et sur ces plaques-là, en fait, on confronte le sérum à un antigène. C'est-à-dire l'antigène, c'est un petit morceau du parasite. Et en fait, si dans le sérum, si dans le sang, il y a déjà des anticorps, quand on met l'antigène, les anticorps, ils rappliquent tous pour lutter contre l'antigène, et hop, ça fait une agglutination. Je ne suis pas sûre que mon explication soit brevetée par la fac de médecine, mais en tout cas, c'est l'idée, hein, voilà, grosso modo. Je ne suis pas médecin, moi, hein, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai compris que ça marchait.
Et voilà. Donc là, c'est juste pour vous. Voilà, c'était notamment le travail de Ève Fonso. Et donc, on a capturé en tout 210 chats forestiers domestiques hybrides. Enfin, on a capturé ou on a autopsié des animaux qui étaient morts. Et on a vu qu'il y en avait 62% qui avaient des anticorps contre Toxoplasma gondii. Donc la conclusion, c'est qu'en fait, voilà, il est présent vraiment dans l'environnement, que les chats le portent, qu'ils le rencontrent régulièrement. Et on s'est rendu compte que les facteurs de risque, c'est-à-dire de risque de rencontrer ce parasite pour les chats, c'était la densité de fermes laitières dans l'environnement où ils vivaient et les fameux hivers froids et humides, qui sont une des grandes caractéristiques des Ardennes. Puis après, on a regardé, parce que là, alors nous, on a pris le petit schéma que je vous avais montré tout à l'heure, nous, on l'a fait à l'envers. C'est-à-dire qu'on a regardé d'abord ce qui en était des chats, puis après, on est allé regarder qu'est-ce qui se passait entre le régime alimentaire, en fait. Quelle proie ils mangent et à quel moment et comment ils s'infectent, les chats. Donc pour ça, on a travaillé, c'était une collaboration, j'ai oublié de le mettre aussi, avec l'Office national de la chasse, parce que là, on a collecté des cadavres de chats dans plusieurs des régions de France, des chats forestiers et des chats domestiques, et on a analysé le contenu de leur estomac. Donc là, vous voyez sur le plateau qui est là, est-ce que je tombe? Non. Ici, par exemple, ça c'est le contenu simplement de l'estomac d'un chat forestier. Et vous voyez qu'il a mangé un grand nombre de rongeurs, qu'il a tous soigneusement sectionnés, mais voilà, ils n'étaient pas encore digérés. Et donc là, on peut identifier les restes non digérés pour savoir ce que le chat a mangé. Et puis, on a aussi, comme notre doctorante, Marie-Amélie, elle a travaillé à partir des crottes de chat et elle a recherché, elle a fait l'extrait dedans, l'ADN, tout l'ADN qui était contenu. Et ensuite, elle a identifié cet ADN, c'est des techniques de biologie moléculaire, et en fait, on arrive à savoir tout ce que l'animal a mangé, et y compris d'ailleurs, pas seulement des proies, mais aussi du végétal. Donc là, ça permet d'avoir un panel encore plus large du régime alimentaire. Voilà. Donc, la première aperçu qu'on a eu quand on a comparé les régimes alimentaires des chats forestiers et des chats domestiques. Le chat forestier, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est une autre espèce. Enfin, en tout cas, c'est vraiment le chat sauvage. Le chat domestique, en fait, ils sont très proches, mais c'est deux espèces différentes, mais qui vivent dans le même habitat. Et donc, le chat forestier, lui, l'essentiel de ses proies, ce sont des rongeurs forestiers, le mulot qu'on a ici, le campagnol roussate qui est à côté, puis le campagnol des champs qui est encore à côté. Alors que les chats domestiques, eux, ils consomment surtout, en tout cas là, dans les Ardennes, on les a vus, des campagnols des champs. Et celui qui est tout là-bas, c'est le campagnol terrestre, le Arvicola, ou qu'on appelle, dans les Ardennes, ils l'appellent le quatre-dents ou le râteau-pied aussi. Voilà. Le râteau-pied, c'est le quatre-dents, c'est la misère des gens qui ont des jardins. Et surtout quand vous mettez des jeunes pommiers et qui vous bouffent tout votre pommier. Voilà, donc il est détesté. Lui, il n'y a aucun fan club du râteau-pied. En tout cas, j'en ai pas vu. Et l'analyse, donc à partir de l'ADN faite à partir des crottes, a donné encore des résultats plus détaillés sur le régime alimentaire des chats domestiques. Donc là, vous regardez, si on voit ici là, le premier camembert, on voit que 37% en fait, du régime des chats, j'ai oublié de marquer le nombre de crottes, mais bon, il y en avait pas mal, c'est ce qu'on appelle les aliments d'origine anthropique, les croquettes, la boulette, mais aussi tous les restes de nourriture qui sont donnés, tous ces genres de choses. Et puis 63%, c'est des proies. Et ensuite, quand on détaille les proies, on voit qu'en fait, contrairement à l'idée qu'on a souvent, c'est pas, en tout cas en milieu rural, c'est pas forcément vrai en ville, mais en milieu rural, ce ne sont pas les oiseaux qui sont les principales proies, ce sont en fait les rongeurs, et notamment les rongeurs de prairie, donc les fameux campagnols terrestres et campagnols des champs. Voilà. Donc, non, c'est pas ça, c'est ça. Du coup, on est allé voir alors, ces fameux rongeurs. Et ils l'avaient ou pas, Toxoplasma, c'est là quand même la question. Donc, on est allé faire pareil, capturer des rongeurs. Donc, les rongeurs de surface, comme le campagnol des champs, le campagnol roussâtre ou le mulot, ont été piégés avec des petits pièges comme ça qui sont posés en surface. Les campagnols terrestres, eux, ils vivent dans les galeries comme les taupes. Eux, ils ont été piégés avec ces types de pièges-là. Et puis, même principe, on prend du sang et on regarde s'il y a des anticorps
dedans. Et donc là, la réponse était qu'en fait, les rongeurs de surface, il y en avait 5% qui avaient des anticorps, donc ce qu'on appelle une prévalence, mais qui est assez faible. Par contre, elle est forte chez les rongeurs souterrains. Et l'idée, c'est qu'en fait, ces oocytes qui ont été déposés avec les crottes en surface, eh ben, ils rentrent en terre. Et en fait, finalement, c'est le campagnol terrestre et la taupe qui sont tout le temps en train de brasser de la terre. Mais ils sont beaucoup plus exposés que ceux qui restent à la surface. Et cette étude a été encore complétée par un travail de Cécile Gotland, qui a elle, capturé un grand nombre de rongeurs, qui a aussi, vous voyez, vu des prévalences par espèce. On voit que c'est assez faible généralement, hein, c'est autour de 3-6% pour la plupart des espèces de rongeurs, mais d'un seul coup, ça devient fort quand on s'attaque aux rats. Vous voyez que les rats, on est plus à presque 13% de rats capturés qui avaient des anticorps. Et donc ces rats, ils ont été capturés souvent d'ailleurs à proximité des fermes, mais quand on prend tout l'ensemble de ça, on voit que le principal facteur de risque pour d'être exposé à toxoplasma pour des rongeurs, c'est la distance à la plus proche ferme laitière. Donc, vous savez quand même, c'est pas la première fois que je parle des fermes, hein. Rappelez-vous, parce qu'il y a un terreau à la sortie. Hein. Donc les fermes, ça revient, on y est allé, hein, voir ce qui se passait tant qu'à faire. Donc là, c'est pareil, une autre étudiante, Julie, qui a travaillé dans les fermes, et alors elle est allée, voilà. Donc, elle a fait des captures de chats. Donc là, cette fois-ci, on a échangé de technique. Les chats, on les endormait avec une anesthésie en phase gazeuse, donc un petit masque sur le museau, puis hop, quand on l'enlève, ils sont tout de suite réveillés. Ça, c'était pratique. Et puis, elle a aussi... donc on a pareil, toujours là, et pris juste, là on n'a même pas fait une prise de sang, on leur a fait juste une petite piqûre sur l'oreille et récupéré une goutte de sang sur un buvard en fait. Et on a pu travailler aussi comme ça. Donc ça réduisait le temps de manipulation, c'était pas mal pour les chats. Elle a aussi fait des échantillonnages de terre, de sol, pour aussi rechercher, toujours avec des techniques de biologie moléculaire, rechercher l'ADN du parasite dans le sol. Et puis, elle a poussé l'indiscrétion jusqu'à poser des pièges photos à côté des endroits où les chats viennent souvent faire leur crotte pour savoir exactement quel chat faisait sa crotte là, combien ils étaient à fréquenter les mêmes endroits. Enfin, vous voyez, ce genre de trucs, normalement, c'est des données qui sont vendues très cher, mais bon. Voilà. Et qu'est-ce que ça donne ? Eh bien voilà, en fait, ça donne une sorte de vision globale du système dans les fermes laitières, en fait, qui est que dans ces fermes laitières-là, donc là, elle a vu qu'il y avait beaucoup déjà en capturant régulièrement les chats, c'est-à-dire que les chats, ils étaient capturés, on prenait un tout petit peu de sang sur eux, on regardait s'il y avait des anticorps, on relâchait le petit chat, très peu de temps avait, puis un mois plus tard, recapturé, ou un mois et demi à peu près, c'était... Et on regardait, et ça a permis, en faisant ces prises de sang régulières, de voir à quel moment ils s'infectaient, en fait, à quel moment ils avaient contracté le parasite et commencé à développer des anticorps. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, ils étaient exposés au parasite très tôt, les chatons. En fait, à l'âge de 6 mois, quasiment tous ont déjà été exposés, en fait. Hein, c'est beaucoup très tôt. Et le schéma qui se dégage de ça, c'est que dans les fermes laitières, il y a une forte densité de chats dont la présence est favorisée en fait parce qu'ils mangent des souris, hein, donc mais c'est bien, ils régulent un peu les souris qui eux-mêmes mangent le grain qui lui-même va être donné, enfin la nourriture. Ces chats sont pas stérilisés, ils sont donc prédateurs puisqu'ils sont peu nourris et qu'il faut qu'ils chassent pour se nourrir. Il y a beaucoup de chatons donc, qui naissent et qui sont infectés très jeunes. Et ils meurent jeunes aussi. Hein. Donc, souvent, on voit, par exemple, entre l'automne et l'hiver, il ne reste pas beaucoup des chatons. Enfin, il y a beaucoup de chatons qui naissent au printemps. Et puis, dès qu'on arrive en automne-hiver, il n'en reste pas beaucoup. Hein. Des chatons qu'on a vu naître. La mortalité est vraiment forte dans les fermes. Hein, Mais, avant de mourir, ils ont eu le temps de nous léguer quelques crottes pleines d'oocystes. C'est leur cadeau pour l'humanité. Et la particularité des chatons, c'est qu'ils vont faire leur fameuse crotte là, très proche de l'endroit où ils mangent, en fait, et de façon assez concentrée. Donc, en fait, finalement, ce système-là, ça fait qu'il y a une
concentration de la contamination du sol par les zoocystes, du fait justement qu'il y a beaucoup de chatons qui vont faire leur crotte contaminante à cet endroit-là. Ah oui, c'est ça que j'ai oublié de dire aussi tout à l'heure, c'est qu'en fait, normalement, c'est pas toujours le cas, mais on va dire c'est le plus souvent le cas, en fait, il n'y a qu'une seule infection dans la vie d'un chat. C'est qu'une seule fois. Donc le chaton, il va faire toutes ses crottes, la fameuse, pendant une quinzaine de jours, et après c'est terminé. Il n'en fera plus. J'ai un peu oublié de vous dire ça au début. Voilà. Mais donc finalement, les fermes apparaissent effectivement, peuvent être des sources de contamination environnementale par Toxoplasma gondii, et cette contamination, elle est surtout concentrée aux zones de nourrissage des chats. Et une des recommandations du travail, c'était notamment d'essayer d'éloigner en fait les zones de nourrissage des chats, notamment des endroits où on pose la nourriture pour les vaches, pour le bétail. Voilà. Bon, on a fini, on va quitter bientôt les Ardennes. Et avant de le quitter, je vous avais dit tout à l'heure que c'est un parasite qui est généralement inoffensif. Hein. En fait, la maladie en fait, qu'on attrape, la toxoplasmose, la plupart du temps, ça ne fait pas grand-chose. La plupart du temps, mais pas toujours. Je vous ai déjà parlé du problème pour les femmes enceintes. C'est aussi un problème pour les femmes, les immunodéprimées. Non. Oui, oui, oui. Alors non, alors déjà, là les Ardennes, c'est juste un terrain d'étude, mais en fait, c'est les fermes partout. Hein. Mais non, alors, ce qui est très curieux aussi, et c'est une bonne remarque, parce qu'effectivement, on se dirait, ben oui, normalement, ça devrait être ça. Mais en fait, le fait qu'on soit infecté ou pas, il est très dépendant aussi de la personne et de son système immunitaire. Et vous pouvez fréquenter des chats pendant toute une vie et sans arrêt avoir des chatons qui font et puis jamais attraper la toxoplasmose. Et puis il y a d'autres personnes qui vont une fois en voir un puis qui vont l'attraper. En fait, c'est très... Là, par exemple, c'est un bon exemple. Il y a une des personnes dans une des fermes où on travaillait, où il y avait des chatons partout et puis des crottes de chats partout. Elle a eu plusieurs enfants, donc à chacune de ses grossesses, elle a été suivie tout au long de sa grossesse, et elle a toujours été négative, et elle n'avait pas d'anticorps, donc elle avait pas développé d'anticorps, pas attrapé la toxoplasmose ni rien. Donc c'est un peu aléatoire, hein, voilà. Mais ce qui est un peu moins... Voilà. Donc c'était pour vous dire, comme les femmes, là, ce que je vous disais, c'est aussi... par exemple, ça pose un problème dans les élevages d'ovins, de moutons et de chèvres, de caprins, parce que là, par contre, souvent, quand il y a une épidémie de toxoplasmose, ça provoque pas mal d'avortements. Donc il y a un problème là. Et puis, ça pose aussi des problèmes aux espèces qui n'ont pas évolué avec des félins. Par exemple, les kangourous, qui sont en Australie. En Australie, jusqu'à ce que les humains amènent des chats, il n'y avait jamais eu de félin en Australie. Et ben là, du coup, on se rend compte que les marsupiaux d'Australie, les espèces d'Australie sont beaucoup plus vulnérables à la toxoplasmose que les espèces d'autres continents. Et ben oui, c'est aussi le cas de mammifères, donc mammifères à champ chaud, donc hôtes possibles de toxoplasma, mais marins. C'est sûr que eux, a priori, ils n'ont pas évolué normalement avec un parasite. Parce que ce parasite, on se rappelle, hein, c'est des félins qui posent des crottes. Donc là, on se retrouve dans le marin, c'est un peu bizarre. Hein. Ben, vous allez voir pourquoi on se retrouve dans le marin. Mais effectivement, eux, les mammifères marins, sont sensibles à la toxoplasmose. Voilà, donc effectivement, je vous ai fait ça, les titres, c'est comme Martine à la mer, et donc c'est Toxoplasma gondii à la mer. En fait, depuis ces dernières décennies, on a de plus en plus de retours, de mise en évidence de mammifères marins qui ont des anticorps contre Toxoplasma gondii, et même parfois certains qui sont malades, pour qui ça pose vraiment des problèmes, notamment chez des dauphins, chez des belugas, chez des baleines, et surtout sur les loutres de mer de Californie. Et puis, d'autres cas aussi qui ont été rapportés de découverte d'anticorps contre Toxoplasma gondii chez des espèces de l'Arctique ou de l'Antarctique. Vous voyez, et dans ces deux environnements-là, il n'y a pas de félins non plus. Là, on est dans des environnements, c'est beaucoup trop au nord ou beaucoup trop au sud, mais en tout cas, il n'y a pas de félins. Et pourtant, les animaux qui fréquentent ces milieux ont des anticorps contre Toxoplasma gondii. Donc on se dit, c'est très curieux.
Et tous les travaux se suivent et ne se ressemblent pas, mais se complètent. Et ont montré en fait tout un système qui est qu'en fait ce fameux toxoplasma, toujours notre camarade guide de voyage, en fait il est posé sur Terre, mais il peut être entraîné, les oocystes, ils sont déposés avec les crottes, et quand il y a du ruissellement, des fortes pluies et tout, il est entraîné en fait vers les eaux douces ou directement vers les eaux marines. Et quand il est entraîné, par exemple, alors donc vers les eaux douces, puis vers des eaux douces, il arrive aux eaux marines, puis des eaux marines, bah, du coup, il se retrouve dans un environnement où il peut y avoir des mammifères marins. Et en plus, il a tendance à se coller à tout ce qui est du varech. Et ces petits débris de varech, ensuite, ils peuvent être absorbés par les moules. Et du coup, les moules, finalement, peuvent concentrer, en fait, les oocystes de Toxoplasma gondii. Or, ces moules, c'est une des grandes sources alimentaires des loutres. Et voilà. Voilà comment nos pauvres loutres, qui n'ont rien demandé à personne, elles se retrouvent contaminées. Et chez elles, donc c'est souvent mortel. Donc, ce sont les loutres de Californie, c'est une espèce menacée, et notamment menacée par la toxoplasmose. Et pendant des millénaires, elles ont vécu sans problème de toxoplasmose, parce qu'il y avait bien quelques félins qui se baladaient sur la côte, mais si des fois on parlait d'un puma, d'un machin comme ça, il n'y en avait pas beaucoup. Mais après il y a eu plein de séries et tout, avec des beaux gars et des filles qui courent sur les plages de Californie, eh ben, il arrive ce qui doit arriver. Hein. Il y a plein de monde qui s'est installé en Californie. Et puis les gens qui s'installent en Californie, sur la côte, ils ont de l'argent, ils ont des pavillons privés. Dès qu'on a un pavillon privé, ben souvent on a envie d'avoir un chat. Dès qu'on a un chat, il fait caca. Et ben voilà. Et puis voilà. Et puis au final, eh ben, on a une espèce qui disparaît. Voilà. Tout ça à cause des séries américaines. Donc, c'est peut-être un résumé, mais bon. Voilà. Donc si on schématise ça, on a donc bien toujours notre chat qui fait caca. Dans ses crottes, il y a des oocystes. Là-dessus, il pleut. Les oocystes, ils se retrouvent entraînés vers la mer. Et là, qu'est-ce qu'ils font, les oocystes ? Eh bien, en fait, ils prennent un taxi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a les travaux de Massy et collaborateurs ont montré que les poissons, qui eux sont à sang froid, donc eux, ils ne peuvent pas être infectés par toxoplasma, par contre, ils peuvent absorber le parasite et l'emmener en balade. Et notamment les anchois et les sardines et les maquereaux, qui circulent le long des côtes, mais qui peuvent aussi partir au large, ils emmènent avec eux le parasite, qui peut rester jusqu'à 8 heures dans leurs intestins. Et pendant ces 8 heures-là, ben, ils ont de grosses chances de se faire manger par des dauphins, par des oiseaux marins, par des... Voilà, un oiseau marin, justement, voilà un, et qui va se retrouver, lui, infecté. Parce que lui, par contre, il est à sang chaud. Donc, eh ben, je vous propose, puisqu'il y a un oiseau marin qui s'est pointé, on part pour l'océan Indien en oiseau marin. Et cette fois-ci, comme on est dans un hôte intermédiaire, eh ben, on n'est pas dans les intestins, on est enquisté sur son cœur, ou son foie, ou ce que vous voulez, ou dans son cerveau. Voilà. Donc, l'océan Indien, c'est où l'océan Indien ? Ben, c'est loin. Voilà. Donc là, on a... C'est grand, mais moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec des collaborateurs qui, eux, travaillaient sur la partie ouest de l'océan Indien, autour de donc, le Madagascar, et alors un endroit ici, tout ce qui est le canal du Mozambique, et sur les îles, ce qu'on appelle, je trouve le nom très beau, les îles éparses. C'est joli comme nom. En fait, ce sont les îles qui sont du territoire français. Alors, je ne sais plus ce que ça a comme truc, mais c'est Europa, Juan de Nova, Tromelin, qui est là-bas. Et puis, il y a aussi la Réunion, qui est française. Et puis, il y a... Alors, les Seychelles, ce n'est pas français, mais voilà, les Seychelles, eux, mes collaborateurs ont travaillé sur ces îles et capturé des oiseaux. Alors, vous avez vu déjà le fou à pattes jaunes. Ben, il existe la version à pattes rouges. Voilà. Donc, vous l'avez là aussi. Donc là, moi, j'ai simplement analysé des sérums qui venaient d'une biobanque, qui est donc une banque de sérums, et qui ont été collectés par l'équipe Processus Infection en milieu insulaire tropical, PIMIT, qui est rattachée à l'Université de La Réunion et au CNRS. Et notamment avec le monsieur qui est là-bas au milieu des sternes, qui est Camille Le Barbanchon.
mon collègue à La Réunion. Et c'est lui, son équipe, qui sont allés en fait échantillonner sur les îles que je vous ai indiquées ici. Avec une particularité intéressante sur ces îles, c'est qu'en fait, il y en a où il n'y a pas de chats du tout. Donc le sol n'est pas contaminé, puisqu'il n'y a pas de chats. Donc là, on pouvait s'intéresser justement à la circulation de Toxoplasma gondii dans l'environnement marin. Alors, toujours le même principe. Là, je fais ma maline en bas en blouse. Et on a fait aussi travailler sur les sérums. Et puis, toujours pareil, recherche d'anticorps avec le test d'agglutination. Et là-haut, oui, l'espèce de crêpe là, que vous voyez, c'est l'île Tromelin. Donc, je ne sais pas si c'est une toute petite île perdue qui fait à peine 1 kilomètre de long, quelque chose comme ça. Moins de peut-être 800 mètres de large. Il n'y a personne qui habite dessus. Il y a juste des scientifiques qui y vont. Il y a eu une histoire dramatique puisqu'il y a eu un échouage avec des personnes qui ont vécu là pendant plus d'1 an et les esclaves qui ont été oubliés et qui sont morts qui étaient dans le bateau et qui ont débarqué. Enfin, c'est toute une histoire, mais c'est juste pour vous illustrer le fait que, mine de rien, travailler avec des échantillons d'une biobanque qui a été collectée par une équipe comme ça, qui a les moyens en humains, financiers, techniques, d'aller sur des endroits aussi paumés, c'est pas évident. Voilà. Et c'est une chance quoi, de pouvoir travailler là-dessus parce que c'est difficile d'échantillonner des endroits pareils. Voilà. Et donc, eux, ils ont travaillé sur 10 espèces, ils ont pris du sang sur 10 espèces d'oiseaux. Donc, on a les sternes en haut, la sterne filugineuse, puis, non, je ne me rappelle plus de son nom à elle, là, puis le petit poussin, là, c'est un poussin de sterne. On a des nodis bruns et nodis à bec grêle, un pétrel de barreau avec son poussin. Donc là, à chaque fois, je vous ai mis un poussin parce qu'on avait aussi du sérum de poussin. On a tout là-haut le fou masqué, le fou à pattes rouges, facile à reconnaître, avec son poussin qui n'a pas encore les pattes rouges, mais ça va venir. On a la grande frégate, avec ça c'est le mâle qui a un jabot comme ça, là, qui peut gonfler pour quand il est en parade, avec son poussin. Et puis les phaétons, qu'à La Réunion ils appellent les pailles en queue, donc 2 espèces de pailles en queue. Et certains ont été échantillonnés sur des îles avec chat et d'autres sur des îles sans chat. Et en fait, bon là, le résultat en fait ici, je n'ai pas mis de chiffres parce que je me suis dit vous en aviez vu déjà beaucoup, mais c'est que clairement les oiseaux qui sont là de ce côté-ci avaient une prévalence déjà assez élevée, alors que ceux qui sont là-bas, non. La prévalence, c'est-à-dire les anticorps, l'exposition était très faible. Et ce qui se passe, comme par hasard, c'est que ces oiseaux-là, eux, ils consomment tous le fameux taxi que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est-à-dire les espèces qu'on sait pouvoir transporter des zoocystes. Alors que la particularité des autres là-haut, c'est qu'ils n'en mangent pas. Pas ou très peu. Très, très peu. L'autre particularité, c'est que parmi ces poissons-là, ce qu'on a pu voir, c'est que plus... pas ces poissons, ces oiseaux, c'est ça que je voulais dire. Plus les oiseaux ont été prélevés loin des îles où il y a des chats, et plus la prévalence était faible. En fait, comme s'il y avait un effet de dilution tranquillement avec la distance. Hein, c'est des oiseaux qui sont, en fait, ils ont contact avec le sol que sur leur île. Et plus on s'éloignait des îles avec des chats, moins les animaux étaient exposés. Et ce qu'on a vu aussi, c'est que parmi les oiseaux les plus exposés, ce sont ceux qui vont fouiller, qui fréquentent des endroits où il y a le fameux varech, sur lequel les collègues californiens ont vu que les zoocystes pouvaient adhérer. Donc tout ça nous laissait déjà bien à penser que les zoocystes ils devaient être transportés non seulement par les poissons, mais probablement aussi par les courants, enfin par l'eau tout simplement, et arriver assez loin de l'endroit où ils ont été déposés, amenés par l'eau. Et du coup, on est allé voir ça, on a fait, voilà, j'ai fait un drôle de bond, le zoocyste, mais voilà, en route pour les Kerguelen, pour aller voir si vraiment c'est comme ça que ça se passe, un petit coup de froid. Donc les Kerguelen, là, on quitte, hein, on était là-haut, hop, on descend, on va jusqu'à ici, et les Kerguelen, si vous n'êtes pas un zoocyste se laissant flotter, il n'y a qu'un endroit pour y aller, il n'y a qu'une façon d'y aller, c'est de prendre le Marion Dufresne, donc le bateau, alors c'est pareil, je vous parle d'endroits où je ne suis pas allée. Hein.
Mais je fais des collaborations. J'aimerais beaucoup y aller. Je lance un appel si quelqu'un veut m'y amener. Mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé. Donc pour l'instant, je me contente de travailler avec des gens qui, eux, ont la chance d'y aller. Et les Kerguelen, c'est donc là un climat très froid et très humide. Très humide. Il paraît qu'il n'arrête pas de pleuvoir ou de faire humide. Donc, et c'est un archipel qui est non habité, enfin qui n'est pas. Il y a simplement un endroit là. Donc ça fait partie des territoires des terres australes et arctiques françaises, les TAF. Et puis c'est aussi une zone atelier aussi du CNRS, comme la zone atelier Argonne. Et il y a des humains dans la station scientifique de Port-au-Français. Et là, on a changé de... Et oui, et il y a des humains, et les humains, ils sont arrivés, ils ont amené aussi avec eux les chats en venant. Donc en fait, là, on est sur un territoire où il n'y a eu aucun félin quasiment jusqu'aux années 50. Il n'y a pas longtemps, quoi. Donc il y a moins d'un siècle. Et là, les chats ont été introduits. Et ils se sont très bien installés. Ils sont limités plutôt à la bordure aux côtes des Kerguelen, parce qu'à l'intérieur, il y a un grand glacier, puis les conditions sont vraiment difficiles. Et ils se nourrissent essentiellement de lapins et de rongeurs et d'oiseaux aussi, beaucoup d'oiseaux. Là, pareil, ils ont été capturés donc, par l'équipe aussi. En fait, c'est un travail qui a été fait aussi par Eve Afonso. Il y a des captures, donc 260 chats qui ont été capturés. Et en fait, là, vous voyez aussi que là, 51% avaient des anticorps contre Toxoplasma gondii. Donc ça veut dire que les chats, non seulement ils sont présents en Kerguelen, mais ils ont amené aussi avec eux leurs chers petits parasites lovés dans les intestins. Et donc, là, pour savoir ce qu'il en était, on a changé d'outil. On a travaillé en fait avec une autre équipe de l'université, qui est donc l'équipe de l'université de Reims, qui est l'équipe CBio, et ses collaborateurs à Biogéosciences et à Dijon, et je crois et l'Institut national de la recherche scientifique au Canada, qui par ailleurs, eux, faisaient des collectes de moules au Kerguelen parce que les moules, elles accumulent, et donc elles sont indicatrices aussi de la pollution, de la présence de contaminants dans les eaux. Et donc, on a profité de cette collecte-là pour... comment ? Ça y est, je ne trouve plus mes mots. Ah ben oui, pour savoir s'il y avait des oocystes dans l'eau. Et là, ma collègue ici, Aurélie Bigot, de l'équipe CBio, a conduit la recherche de l'ADN de Toxoplasma gondii, toujours avec des techniques de biologie moléculaire, dans des moules collectés à différents endroits des Kerguelen. Et donc ces endroits, et là vous avez ici le pourcentage, en fait, les résultats. Donc on a, je vais m'avancer, ça sera mieux. Allez hop. Ce qui est intéressant de voir, alors ici à chaque fois vous avez le nombre de moules qui ont été collectés et le nombre qui était positif ici. Les endroits, non ça c'est pas le même. Donc là ce qui est intéressant c'est que cet endroit-là, ici, partout, il y a eu 24 moules analysés, qui a été collectés. Ici, c'est un endroit où il y a des chats, c'est Port-au-Français. Aucune des moules n'avait Toxoplasma gondii. Par contre, ici, on est sur un petit îlot qui est en plein milieu là, de cet endroit qui s'appelle le golfe du Morbihan, comme celui qui est en Bretagne. Et là, par contre, 21 des moules sur 24, donc 87%, étaient positives. Or, c'est un endroit où il n'y a jamais eu de chat, du tout. Donc là, et puis vous avez là, ça c'est un endroit où il n'y a jamais eu de chat. Il y a quand même des moules positives. Ici, c'est des endroits où il y a des chats. Donc là aussi, il y a des moules positives. Et donc, ce que ça met en évidence clairement ici, c'est qu'en fait, les oocystes peuvent bien aller jusqu'à des îles, et ils sont transportés par les courants, ils peuvent s'éloigner des îles où il y a des chats et aller jusqu'à des endroits où il n'y a pas de félins du tout. Voilà, donc on met en évidence là, la dispersion du parasite dans l'eau.
Et oui, et ce qu'on a montré aussi, oui, je ne me rappelais plus, donc voilà, c'est ce que je vous disais, en fait, on a les chats, le schéma qu'on a ici, c'est qu'on a les chats qui vont déféquer sur les terres, là, la grande terre où ils sont présents, et puis les marées, les courants et tout ça vont les emmener ailleurs. Ils vont aussi, là, on s'est rendu compte aussi, autour de l'endroit là où il y a la plus forte prévalence, là où les 21 sur 24, c'est un endroit, en fait, c'est un petit îlot où il n'y a jamais eu de chat, mais par contre, c'est très, très brassé par les marées et les courants, et il y a les courants qui arrivent des autres endroits, et c'est aussi un endroit où il y a une forte densité de ces fameux varechs géants sur lesquels on sait que les zoocystes peuvent adhérer. Donc, en fait, on a le schéma, c'est que les zoocystes arrivent dans ce secteur-là, se coince peut-être dans les varechs, le varech est dégradé, il est assimilé par les moules qui finalement bioaccumulent les zoocystes. Bon, on a bientôt fini notre voyage, maintenant on fait un petit tour, on va faire un petit tour sur les Galapagos, on reprend un taxi qui est maintenant cette fois-ci un poisson, hop, et on va en profiter, on va parler maintenant un petit peu d'otaries, puisqu'on en a parlé aussi, je ne me rappelle plus, oui je crois. Donc là, les Galapagos, on est parti pour le Pacifique. Là. On est complet, un archipel, mais là, autre temps, autre endroit. Là, on est plutôt sur un climat sec. On est au large de l'équateur, à 1000 km au large de l'équateur. D'ailleurs, les Galapagos font partie du pays qui s'appelle l'équateur aussi. Et là, c'est un archipel, mais sur cet archipel, il n'y a que 4 îles habitées. Ce sont les îles aussi où il y a du chat. Là, il y a un chat qui fait la tête. Et donc, sur San Cristobal, Santa Cruz, Floraina et puis Isabela sont les seules îles. Et puis, sur toutes les autres îles, il n'y a jamais eu de chat. Et puis, la grande caractéristique des Galapagos, c'est son endémisme. C'est-à-dire que ça a été isolé très, très longtemps. Et on a des espèces qui ont évolué et de façon qui sont uniques, en fait, qu'on retrouve nulle part ailleurs. Plus de 80% des espèces, en fait, la faune sauvage des Galapagos, quasiment sont endémiques. Voilà. Et donc, dans cet archipel-là, en fait, là, c'est actuellement mon doctorant, qui s'appelle Juan Mosquera, qui est un équatorien, qui fait sa thèse sur la circulation de Toxoplasma dans les Galapagos. Et il a... Ah ben le voilà, c'est ça, il me semblait bien que je l'avais en photo. Donc là, je vous le fais rapidement parce qu'on l'a déjà vu ailleurs. Il a refait le même travail, en fait, aussi sur... Alors là, on n'a pas travaillé sur des moules parce qu'il n'y en a pas. Donc on a travaillé sur des huîtres. Mais il a aussi fait la même chose, collecter des huîtres avec d'autres personnes aussi, et puis chercher. Et on a un peu la même chose qu'on a au Kerguelen, c'est-à-dire qu'on voit aussi là, vous voyez le point jaune là, c'est l'île de Santiago, où il n'y a jamais eu de félin non plus. Et là, on a pourtant presque 11,5% des huîtres collectées qui avaient du parasite. Et là, on est à 20 km de la plus proche île avec des chats. Donc là, on a vraiment mis en évidence le transport des zoocystes par les courants à plus de 20 km de l'endroit où ils ont été déposés. On a aussi travaillé sur les oiseaux marins, avec des collaborations avec le centre Charles Darwin, le centre de sciences aussi de l'université San Francisco de Quito, avec là aussi toute une série un travail sur pas mal d'oiseaux, donc là des oiseaux terrestres et des oiseaux marins. Et ce qu'on a pu voir, c'est qu'en fait, on a voilà, on a là ce que vous voyez, c'est celui-là, c'est le mockingbird, l'oiseau moqueur, et puis la grande frégate. Alors c'est pas la même que celle qu'on avait à la Réunion, là, dans l'océan Indien. Celle-ci, en fait, elle est carnivore occasionnel. Vous voyez, le OC qu'on voit là-bas, ça veut dire carnivore occasionnel. C'est-à-dire que ces deux oiseaux-là sont des oiseaux qui ne sont pas c'est pas des rapaces, c'est pas des vautours, mais si l'occasion leur en est donnée, ils mangeraient bien un petit rongeur par-ci par-là, voire un oiseau, et voire, suprême régal, un peu de placenta d'otarie. Et vous voyez les deux photos qui sont là. Et en fait, ces oiseaux-là, ils se retrouvent avec une prévalence. C'est ce qu'on a sur la figure qui est là, les OC.
c'est eux qui ont le plus fort taux d'anticorps, vraiment beaucoup, et beaucoup plus fort que ceux qui sont les GI, là ça veut dire les granivores insectivores, et puis les derniers là-bas c'est des piscivores stricts. Donc en fait que Juan a mis en évidence, c'est que la façon dont on s'alimente conditionne beaucoup ce qu'on s'alimente quand on est un oiseau, hein, je ne suis pas en train de généraliser, mais en tout cas là, ça conditionne beaucoup l'exposition ou pas aux parasites. On arrive bientôt, voilà. On arrive à la fin, je vous raconte juste, ensuite on s'est intéressé aux otaries. On a recherché, en fait, parce que les otaries, elles risquent comme les loutres, elles sont sensibles aux parasites. On est allé les chercher sur des plages, dans l'île de San Cristobal. Donc voilà, c'est ça. San Cristobal, c'est ici, cette île-là. C'est là où se reproduisent, c'est les plus gros lieux de reproduction des otaries. Et donc on a cherché, mais il y a très peu d'accès, donc on a cherché des cadavres d'otaries le long de ces plages, à pied. Voilà, et donc ça c'est juste pour vous situer l'histoire, c'est qu'en fait les otaries sur l'île de San Cristobal, elles sont partout. Enfin partout, sur le bord, hein, bien sûr, puisque c'est quand même des animaux marins. Donc on les trouve sur les plages. Donc là, vous les avez, vous voyez, sur les plages de la petite ville qu'il y a. Il n'y a qu'une seule ville avec quelques plages, mais on les a aussi dans la ville. Hein. Donc voilà, vous les trouvez sur les bancs. Si vous avez, par exemple, là c'était le soir, il y avait de la fête, pas mal de bruit, mais ça ne les empêche pas de dormir dans la rue. Là, le gars qui est au-dessus, là, il était en train de décaper un bateau. On pourrait se dire que c'est un peu gênant pour un animal sauvage, mais ça n'a pas l'air de beaucoup gêner l'otarie qui est là. Ce qui est amusant, c'est qu'en fait, on n'a pas le droit. Enfin, partout, il y a des panneaux qui disent qu'il ne faut pas s'approcher à moins d'1 mètre des otaries. Il ne faut pas les déranger, il ne faut pas les toucher. Faut pas... Mais de temps en temps, en fait, on est obligé de se reculer parce qu'en fait, là, le monsieur, il n'a pas le choix. Hein, je veux dire, c'est elle qui vient. Pareil, pour monter dans votre pick-up, c'est pas super évident, ou récupérer sa moto, en fait, elles sont partout, voilà, les otaries. Et donc, on a, nous, cherché les cadavres d'otaries pour voir un peu si les autopsies et savoir si la toxoplasmose avait pu être responsable de la mort des individus. Donc, on marchait le matin à l'aube et le soir, et on a surtout trouvé des cadavres de jeunes individus, comme les 2 petites otaries qui sont là-haut, parce que les adultes, probablement, vont mourir à d'autres endroits beaucoup plus tranquilles. On n'a pas trouvé les cadavres, c'est rare de les trouver là, ou emportés par les courants. Et puis, on a fait des autopsies, on a ramassé des organes, mais on n'a pas encore les résultats fermes, donc ça sera à suivre. Mais comme vous avez été vraiment sympa et vous avez eu la patience, je vous ai mis un petit bout de film, par contre, pour vous montrer voilà, à quoi ça ressemble, une petite otarie. Donc ça, c'est une otarie nouveau-née, trop mignon, hein, trop chouchou. Voilà, c'est à ça que ça ressemble. Et ce qui est marrant, c'est de voir, c'est que ça a vraiment des attitudes de petits chiens. En fait, c'est vraiment rigolo. Donc là, ça, c'est vraiment une bête qui a quelques jours. Hein, elle est toute petite. Vous allez voir, après, on va la voir. Puis je pense qu'elle ne voit pas très bien. C'est pour ça qu'elle doit avoir encore les... Voilà, ça, c'est un tout petit peu plus grande. Hop là. Le petit chien qui se dandine. Alors, quand elles sont un peu plus grandes, même tout le temps, vous voyez le grand jeu, là, vous les voyez dans l'eau, on se laisse un peu dériver et hop, on arrive sur le sable. Ah, puis là, on se laisse rouler sur le sable. Et voilà, et ça, c'est à tous âges. Hein, c'est le grand jeu, c'est de passer du temps à se trémousser sur le sable et à se laisser ramener comme ça. Voilà. Et ça, voilà. Là, vous avez un mâle. Bon, là, lui, il a autre chose. Là, il faut qu'il surveille. Alors, il fait on, comme ça toute la journée. Donc, il n'a pas trop le temps de se rouler dans le sable. Mais les femelles qui sont autour, elles en profitent. Elles se roulent. Hein. Voilà. Et puis là, par contre, quand on est... Voilà, les mâles, ça, de temps en temps, ça castagne forme. Hein, fort. Alors là, il y en a un qui a dû leur dire vous virez là, vous. Dans ces moments-là, c'est moins cool. Mais en même temps, ils ne sont pas agressifs avec nous. Hein, mais il ne faut pas faut pas rester sur le passage, quoi. Parce que vous allez voir, c'est assez habile, même quand ils sortent de l'eau,
voilà, ils peuvent être quand même assez rapides. Hein, donc, faut pas traîner. Voilà. Et puis, pour vous dire au revoir aussi, là, je vous ai montré les autres. Voilà. Donc, la particularité dans les Galapagos, c'est que les animaux n'ont pas peur de nous. Donc là, vous pouvez être à côté d'un couple de fous à pattes bleues avec des jeunes, mais ils n'ont pas l'air de les gêner. On peut les filmer, on peut les regarder. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et puis je suis à la disposition si vous avez des questions.